Chaque jour, ce sont 20 millions de personnes qui passent les portes d'un aéroport avant de s'envoler. Mais comment ces villes miniatures fonctionnent-elles réellement? Pour le savoir, nous avons décidé de passer l'aéroport international de Francfort au rayon X pour découvrir comment il fonctionne de l'intérieur. Pour la toute première fois, grâce à des caméras de pointe et à la magie de l'imagerie informatique, vous verrez ce qui se passe à l'intérieur même des avions, des machines et de la tête des employés. Et si ce que nous en connaissons n'était que la pointe de l'iceberg? Aujourd'hui, nous explorerons les organes vitaux de l'aéroport. Les machines et les systèmes qui font battre son cœur et ne peuvent en aucun cas tomber en panne. Nous découvrirons le réseau caché qui lui insuffle la vie. La vie de tous ces gens dépend de la qualité de notre travail. Nous verrons comment une fuite nauséabonde peut clouer un appareil au sol. Il faut absolument que le système fonctionne. Sans ça, l'avion ne décolle pas. Et nous assisterons à une opération à cœur ouvert sur un énorme jumbo jet. Nous rencontrerons ceux qui ne peuvent pas se permettre le moindre faux pas. Ceux qui, à Francfort, n'ont pas le droit à l'erreur. Il est 23 h et le dernier vol de la journée vient de se poser. Alors que la plupart des 78 000 employés de l'aéroport se préparent à rentrer chez eux, une équipe, elle, s'apprête à se mettre au travail sur l'un des dispositifs vitaux de l'aéroport, l'éclairage des pistes. Sans cet indispensable balisage lumineux, les pilotes seraient dans l'incapacité d'atterrir de nuit. L'aéroport surveille la durée de vie de chaque ampoule et la remplace avant qu'elle ne grille. Alors, combien d'Allemands faut-il pour changer une ampoule? Eh bien, étonnamment, il en faut 6. Voici Marcel Mathès et son équipe. C'est à eux de veiller à ce que tous les projecteurs de toutes les pistes brillent toujours de mille feux. C'est un travail très important. Sans nous, il n'y aurait aucun trafic aérien. Le système le plus important de tous à l'aéroport, c'est le balisage des pistes. Pour des raisons évidentes, l'équipe ne peut se mettre au travail que lorsque les pistes ont fermé pour la nuit. La piste doit être prête pour 5 h du matin. Ce soir, ils ont 6 heures devant eux pour changer une centaine d'ampoules sur les près de 2000 que compte la piste. Et pour tenir leur délai, ils comptent sur un engin conçu sur mesure. Celui qu'ils surnomment le Lichtfahrzeug. Ce véhicule aménagé est une sorte d'atelier mobile qu'ils peuvent déplacer jusque sur la piste elle-même. Une caméra fixée sous le camion leur permet de se placer juste au-dessus des feux. Les passages de roues et l'échappement du camion ont été déplacés pour permettre d'installer ceci. Une trappe d'1 mètre de large dans le plancher. Elle permet à Marcel de remplacer les ampoules des feux en un temps record, et ce, sans avoir à affronter les éléments. On a tout ce dont on peut avoir besoin avec nous. On peut réagir au quart de tour. Ce soir, il pleut, il fait tout juste 2 degrés, et sans le camion, on passerait une soirée beaucoup plus désagréable. La première étape consiste à extraire les feux encastrés. On change les ampoules sur l'éclairage central de la piste, on retire le couvercle. Il arrive, quand le joint a souffert du froid, qu'il y ait de l'eau à l'intérieur. Alors il faut l'aspirer soigneusement. Et puis on remet le feu avec l'ampoule neuve. Il remplace les anciennes ampoules par des modèles LED 18 watts plus économiques. Cette nouvelle génération d'ampoules permet aux feux de piste d'éclairer pendant 50 000 heures, soit bien plus longtemps que les anciens modèles halogènes, dont la durée de vie n'était que de 7 000 heures. Ils n'auront donc pas besoin de les remplacer à nouveau pendant 6 ans. À partir du moment où ils sont en position, Marcel et son équipe peuvent remplacer une ampoule en 78 secondes. Mais il leur en reste encore 99 à changer.
Le balisage des pistes fait partie des systèmes vitaux de l'aéroport. Comme la tour de contrôle ou les dispositifs de sécurité, l'aéroport ne peut pas fonctionner sans eux. Pour s'assurer que ces systèmes cruciaux ne soient jamais hors service, de gigantesques générateurs de secours sont toujours disponibles. Même si la ville était victime d'un blackout généralisé, ces dispositifs de secours permettraient aux avions de se poser à Francfort. Mais lorsqu'un avion est en vol, il ne peut pas compter sur ce genre de secours. L'unique source d'électricité d'un appareil, ses réacteurs, ne peuvent en aucun cas tomber en panne. Pour prévenir toute avarie mécanique, chaque boulon, chaque rondelle a été inspecté et entretenu avec soin. Là, c'est le plus grand avion du monde qui est remorqué vers un de nos hangars les plus vastes. J'ai vu ça des millions de fois, mais ça me fait toujours de l'effet. L'appareil est un des 12 A380 qu'affrète la Lufthansa. Et celui qui supervise l'entretien de ce monstre de 390 millions d'euros s'appelle Andreas Wirbelauer. On est ouvert 24 heures sur 24, 365 jours par an. L'atelier fonctionne en permanence. On n'est jamais confronté au même problème. On ne sait jamais ce que la journée nous réserve. Aujourd'hui, Andreas et son équipe de 5 mécaniciens ont du pain sur la planche. Au programme de la journée, une greffe de moteur sur le plus gros avion de ligne du monde. Ce réacteur a atteint sa durée de vie maximale, alors on va le démonter pour le réviser. Le moteur en question est un Trent 900. Et c'est la Rolls-Royce des réacteurs d'avion, au propre comme au figuré. Il a parcouru 20 millions de kilomètres et doit à présent être démonté pour subir une révision complète. Mais immobiliser un A380, c'est une décision qui coûte cher à la compagnie aérienne. Près d'1 million d'euros par jour de manque à gagner. Andreas et son équipe disposent donc de moins de 48 heures pour mener à bien l'opération et remettre l'avion en service. La première étape de cette gigantesque greffe consiste à déposer le vieux moteur. Il y a plusieurs techniques pour tomber un réacteur. Celle qu'on va utiliser là, c'est celle du palan de levage. Un berceau avec 4 chaînes. Le palan est constitué d'un système de chaînes et de poulies qui va permettre de déposer le moteur de 6 tonnes dans un berceau. Son poids est colossal. Et il serait bien plus lourd et difficile à manœuvrer sans la technologie révolutionnaire dont bénéficie le Trent 900. Les pales du rotor sont en titane creux pour réduire leur masse au maximum. Malgré leur poids plume, elles restent redoutablement efficaces puisqu'elles atteignent les 2900 tours minute lors du décollage. Chose extraordinaire, chacun de ces puissants réacteurs n'est fixé à l'aile que par 10 boulons. Ces précieuses tiges d'acier, conçues et fabriquées au centième de millimètre près, doivent d'abord être prudemment dévissées à la main. Pour l'instant, on dévisse les boulons qui fixent le moteur à l'aile. Et celui qui est chargé de cette opération délicate, c'est le mécanicien Cliff André. Ça, ce sont les boulons du bâtimoteur. Il faut qu'on les dévisse légèrement. Et il faut surtout faire très attention de ne pas cogner quoi que ce soit, parce que la structure marque extrêmement vite. Un faux mouvement et la facture de réparation pourrait vite atteindre des millions d'euros. Ce qui signifie que Cliff et son équipe n'ont pas le droit à l'erreur. À l'aéroport de Francfort, une équipe de mécaniciens dispose de moins de 48 heures pour déposer le moteur d'un A380 et le remplacer par un neuf. C'est une tâche colossale qui demande énormément d'espace pour travailler. Il faut que le hangar soit très haut de plafond parce que l'appareil est vraiment énorme. Nous sommes ici dans le hangar 7.
conçu spécialement pour accueillir le plus grand avion de ligne du monde, l'A380. C'est un peu comme un garage automobile puissance 10 000. D'une surface totale de 25 000 m² et d'une hauteur de 45 mètres, il occupe un volume supérieur à l'Empire State Building. Et il est assez grand pour accueillir non pas un, mais 2 jumbo jets. Après 10 heures de travail, l'équipe est prête à déposer l'ancien moteur. Ils le font doucement descendre à la main et le posent sur un berceau. Une fois qu'il est au creux du berceau, on détend les chaînes. Et voilà, on a déposé le moteur. La première étape est terminée. Le vieux réacteur doit être emballé et renvoyé à l'usine pour une révision complète. Langsam, langsam. Pour que l'appareil ne reste pas trop longtemps cloué au sol, l'équipe a préparé le moteur de rechange à l'avance. Le moteur derrière moi, c'est le 9. C'est une pièce qui a été entièrement refaite à neuf. Notre tâche à présent, ça va être de l'installer sous l'aile de l'appareil. L'opération qui consiste à remettre le moteur en place peut paraître relativement simple, mais il faut l'effectuer avec une précision chirurgicale. Le problème quand on soulève le moteur comme ça, c'est qu'il faut qu'il reste parfaitement droit, parce que la marge dont on dispose à l'avant ne fait pas plus de 2 cm entre le capotage et le bâtimoteur. Il faut qu'on le soulève très lentement. Si on y va trop brusquement, on est sûr d'endommager le moteur. L'équipe est à l'œuvre depuis maintenant 22 heures. Après 110 heures cumulées de main-d'œuvre, les mécaniciens ont fixé le nouveau moteur à l'aile, connecté les arrivées de carburant et se préparent maintenant à vérifier qu'ils ont bien fait leur travail. Andreas et Cliff vont faire tourner le moteur et l'amener quasiment jusqu'à sa poussée maximale pour s'assurer qu'il est prêt à être mis en service dès demain matin. Le réacteur va-t-il fournir la puissance nécessaire pour le décollage? Et les boulons vont-ils tenir le coup? L'avion est conduit jusqu'au centre d'essai et placé sur cale pour éviter qu'il ne quitte la piste. Quand tout a été minutieusement mis en place, ils allument prudemment le moteur. Les pales creuses du rotor se mettent à tourner jusqu'à atteindre 2900 tours minute, aspirant au passage un demi-million de litres d'air à la seconde. Cet air comprimé se mélange avec le kérosène et explose dans la chambre de combustion, le cœur du réacteur. La déflagration fait tourner les 70 pales de la turbine plus vite encore que la vitesse du son. Dans le calme du cockpit, Cliff surveille la vitesse de rotation, les vibrations, la température. Il suffirait qu'un boulon soit mal serré et le moteur pourrait se détacher. Jusqu'ici, tout se passe bien. Le moment est venu de mettre les gaz à pleine puissance. Chaque seconde, une tonne d'air explose de l'arrière du moteur à 1600 km/h. « 32 000 kg de poussée. Le moteur tourne parfaitement. Cliff et Andreas peuvent souffler. L'opération est un succès. Tous les paramètres sont normaux, on n'a pas de fuite, aucune perturbation, alors l'appareil peut être remis en service.
Après 30 heures au sol, cet A380 est prêt à rejoindre les 700 autres avions qui transitent par l'aéroport chaque jour. Mais avant que l'appareil puisse décoller à nouveau, il doit faire le plein de nourriture, boissons et bien entendu de carburant, et en quantité. Le carburant aéronautique est le sang qui irrigue tout aéroport. Une ressource vitale et hautement inflammable dont s'occupent les 300 employés spécialisés de Francfort. On a de très grosses responsabilités à ce poste parce que il ne faut jamais oublier que la vie de tous les gens qui sont à bord de l'appareil dépend de la qualité de notre travail. Aujourd'hui, Georgios Poritsanos est chargé d'avitailler en kérosène A1 un A380 sur le départ. Là encore, la moindre erreur pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Ça, c'est le fil de terre et il faut le brancher sur l'appareil. Georgios doit relier électriquement la Terre, l'appareil et son camion. On doit faire ça parce que pendant qu'on avitaille l'appareil, les deux véhicules se chargent d'électricité statique. Il faut donc la dissiper en la faisant passer par la Terre. C'est très très important. Si l'électricité statique n'est pas déchargée de cette manière, elle pourrait provoquer des étincelles. Imaginez une seule minuscule étincelle à proximité de tout ce carburant. On pourrait dire adieu à l'appareil, ou plutôt Auf Wiedersehen. Pour minimiser les risques, l'aéroport fait circuler le kérosène dans un réseau sécurisé de canalisation enterrée, l'oléoréseau. Ce que vous voyez là fait partie du réseau des oléoducs en Centre-Europe. Construit à l'origine dans les années 50 pour fournir du carburant à l'armée, ce réseau de 5300 km de long transporte le pétrole des ports de la mer du Nord vers des destinations civiles disséminées à travers toute l'Europe. En Allemagne, aucun aéroport ne consomme plus de carburant pour avion que celui de Francfort. Chaque année, ce sont 5 milliards de litres qui sont consommés, soit 49% de tout le kérosène utilisé en Allemagne. Lorsqu'il arrive à l'aéroport, le carburant est d'abord entreposé ici, dans l'une des plus grandes stations-service de toute l'Europe. 10 gigantesques cuves d'une capacité de 180 millions de litres. De la cuve, le carburant est ensuite pompé et envoyé un peu partout dans l'aéroport grâce au système de canalisation souterraine. La pression dans l'hydrant est tellement élevée qu'une simple fuite pourrait causer l'apparition d'un geyser de carburant de plus de 20 mètres de haut. Si le carburant était versé directement dans les réservoirs de l'appareil, cette pression brute les ferait éclater. C'est là qu'intervient le camion oléoserveur de Georgios. Trait d'union indispensable entre l'hydrant et l'avion. C'est le camion qui régule la pression lorsqu'on avitaille un appareil. À la sortie de l'hydrant, la pression est extrêmement élevée. Les prises sur les flexibles du camion sont équipées de pistons à ressort. Ils permettent d'ouvrir et de fermer en permanence la valve, ce qui réduit la pression et rend l'opération sans danger. Georgios peut à présent transférer 4000 litres de carburant à la minute sans risquer d'endommager les réservoirs de l'avion. C'est comme si on faisait le plein de 72 voitures simultanément en 1 minute. Mais avant que Georgios puisse commencer le transfert, il lui reste une dernière chose à vérifier, que le carburant soit bien propre. Il ne doit pas y avoir de corps étrangers à l'intérieur, de la terre par exemple. Et il faut aussi qu'il n'y ait pas de contamination à l'eau. L'eau est une impureté que l'on retrouve fréquemment dans le carburant pour avion. Une de celles qui peuvent causer de sérieux problèmes. En 2008, un Boeing 777 qui vient de se poser à l'aéroport londonien d'Heathrow voit ses moteurs s'arrêter d'un coup. La cause ? D'infimes quantités d'eau dans le carburant. Lorsqu'un avion atteint son altitude de croisière, la température extérieure descend à moins 56 degrés. L'eau dans les carburants de cet avion-là s'était alors cristallisée sous forme de glace, réduisant de plus en plus le débit de carburant jusqu'au moteur. Le camion de Georgios est conçu pour filtrer la moindre quantité d'eau qui pourrait subsister. Une fois l'opération terminée, il faut avitailler l'A380.
Mais il ne va pas pour autant forcément faire le plein. Ce sont les pilotes qui déterminent la quantité de carburant nécessaire pour chaque vol. Et ils demandent qu'on ne leur donne que ce dont ils ont besoin. Cela signifie que les réservoirs d'un avion ne sont en général qu'en partie remplis. Sur certains modèles modernes, le reste de l'espace est rempli d'un gaz non inflammable, comme par exemple de l'azote. En effet, si l'espace était occupé par de l'air riche en oxygène, les risques d'explosion en seraient largement décuplés. Mais cet A380-là se prépare pour un vol de 12 heures et il a vraiment besoin de faire le plein. Pour faire le plein d'un gros avion comme l'A380 dans une station-service classique, il faudrait à peu près 2 semaines. Mais grâce à la pression qu'on a ici, on peut remplir les réservoirs de l'appareil en 30 ou 40 minutes environ. 320 000 litres de carburant remplissent les ailes, alourdissant l'appareil de près de 270 tonnes. Mais tandis qu'on remplit ces réservoirs-là, d'autres ont en revanche besoin d'être vidés. C'est comme une douche. Tu pues. Mais sans cette opération malodorante, aucun avion ne quitte la piste. Sur un vol long courrier classique, les passagers ont généralement droit à 2 repas, qu'ils accompagnent avec la boisson de leur choix, que ce soit de la bière, de l'eau ou du vin. La conséquence directe, c'est environ 1 millier de visites aux toilettes au cours du vol. Mais alors, que deviennent ces excréments? Quand on tire la chasse, on entend ce bruit magique. Tout disparaît. Tout ce qui était dans la cuvette disparaît d'un coup. Mais je n'ai pas la moindre idée de ce qui se passe après. J'ai entendu dire que ça partait dans l'air. J'espère qu'on jette pas ça dehors. C'est expulsé à l'extérieur, forcément. On peut pas tout garder à l'intérieur, on en largue, forcément. Si certains d'entre nous supposent que les déchets sont expulsés à l'extérieur de l'avion, ce n'est pas par hasard. C'est que c'était bien le cas à une époque. Il y a quelques années, les compagnies aériennes comptaient sur de larges quantités de liquide sanitaire bleu pour garder leurs toilettes propres. Malheureusement, les canalisations fuyaient souvent, ce qui menait à la formation d'amas de glace bleue et d'excréments gelés. Quand l'altitude de l'appareil diminuait, la glace fondait en partie. L'amas se brisait et plongeait à toute vitesse vers le sol. Ces boules de neige douteuses tombaient un peu partout dans le monde, traversant les toits ou défonçant des voitures. De nos jours, tous les déchets restent à bord. Et tout ça grâce à ce modèle de conception révolutionnaire, les toilettes à aspirateur. Avec ce système, plus besoin de grandes quantités de liquide bleu. Les toilettes restent propres grâce à une aspiration puissante et des parois bien lisses. La cuvette est tapissée de téflon anti-adhésif, le même qui est utilisé pour les poêles à frire. Lorsqu'on appuie sur le bouton de la chasse d'eau, une valve s'ouvre et aspire tout le contenu de la cuvette. Ce contenu et son odeur sont alors évacués à une vitesse supérieure à celle d'une voiture de Formule 1. En quelques secondes, le contenu voyage dans les tuyaux jusqu'à de grandes cuves à l'arrière de l'avion. Et une fois que l'appareil s'est posé, il est temps pour lui aussi de faire ses besoins. L'opération peut sembler triviale, mais l'avion ne pourra pas décoller tant que tous les déchets humains n'auront pas été évacués. C'est le moment où intervient l'hydrocureuse. Un nom compliqué pour un camion qui s'occupe de choses très basiques. C'est un des premiers véhicules à rejoindre l'avion à la porte d'embarquement. Cette hydrocureuse Schrader TSU-3 est équipée d'une cuve en acier inoxydable de 3000 litres. Une pompe aspirante surpuissante peut remplir cette cuve en tout juste 10 minutes. Mais l'hydrocureuse a tout de même besoin de son chauffeur pour brancher manuellement le tuyau à l'appareil. J'ai l'habitude de l'odeur. Mais c'est vrai que quand je pars en vacances et que je reprends le travail après quelques jours de coupure, la puanteur me prend à la gorge et je me dis « Oh non !» Le chauffeur s'appelle Lothar Mali.
Il va devoir vider les 900 litres de déchets contenus dans les 2 réservoirs d'un énorme avion. C'est un 747-800. Il est énorme. L'appareil doit repartir rapidement. Lothar doit donc travailler le plus vite possible. Il connecte soigneusement le tuyau d'évacuation à la valve de l'avion et vérifie qu'il est bien accroché. Si c'est pas bien fixé, ça se décroche. Le tuyau se détache et tout tombe ici, sur le camion ou par terre. C'est comme une douche qui pue. Lothar s'est épargné cette douche peu ragoûtante et connecte à présent le second tuyau au réservoir de l'avion, afin de les nettoyer à l'eau et au désinfectant. Dès qu'on envoie l'eau, ça sent beaucoup moins mauvais à ce niveau. Une fois les réservoirs vidés, Lothar dirige son camion vers le centre de traitement des déchets. Il se gare juste au-dessus du regard des égouts, ouvre une valve et laisse la gravité faire le reste. C'est un boulot sympa. L'odeur, en revanche, est beaucoup moins sympa. Le système sanitaire d'un avion est tellement crucial qu'il est complètement révisé tous les 3,5 millions de kilomètres de vol. Soit 3 fois plus souvent que les réacteurs. Dans le hangar numéro 5, un 747 est sur le point de subir un lavement du côlon. Il faut nettoyer toutes les canalisations très régulièrement. Sinon, les passagers ne peuvent pas aller aux toilettes. Et vous imaginez ce qui arrive dans ce cas-là. Voici Karsten Güntner. C'est à lui de faire en sorte que les toilettes du 747 restent d'une propreté étincelante. Il faut que le système fonctionne. Sinon, l'avion ne décolle pas. Les toilettes ne peuvent pas se boucher. Karsten utilise une minuscule caméra endoscopique pour contrôler les canalisations. On voit ici sur l'écran qu'il y a un peu de dépôt. Sur la gauche de l'écran, ici. On va devoir ouvrir la canalisation. Tout ce que les passagers ont laissé est là-dedans. Ça fait beaucoup. On a ouvert les canalisations. On va pouvoir brancher nos tuyaux et tout nettoyer. Karsten utilise un système de lavage à haute pression pour nettoyer tout le système. Le lavage dure 10 heures en tout. Ça nettoie tout à l'intérieur. Ça, c'est avant le lavage. Vous voyez qu'il y a une grande différence. Celui-là a l'air quasiment neuf. Maintenant que son réseau sanitaire est propre, le 747 est prêt à s'envoler vers de nouvelles destinations. La propreté de l'avion est irréprochable. Mais tous les passagers de l'aéroport le sont-ils eux aussi? Avant de pouvoir monter à bord d'un avion, ils vont d'abord devoir passer avec succès les contrôles de sécurité de la police fédérale allemande. Pour la plupart d'entre nous, il ne s'agit que d'une corvée obligatoire avant de pouvoir se ruer sur les boutiques duty-free ou avaler un café. Pourtant, à l'aéroport, il s'agit de l'organe le plus vital de tous. Et l'erreur, à ce niveau-là, n'est absolument pas permise. Le terrorisme étant devenu une menace omniprésente, les aéroports modernes utilisent une technologie de pointe pour scanner chaque passager et chaque bagage. Nous allons à présent inverser les rôles et scanner à notre tour tous ces dispositifs à rayon X pour vous montrer comment ils assurent notre sécurité. La première étape, c'est celle du contrôle du passeport. Bonjour, passeport s'il vous plaît. On pourrait croire que le but est de vérifier que la photo sur le document est bien celle de la personne qui le présente. En réalité, l'agent de sûreté est formé pour étudier la physionomie des gens en face d'elle. Elle isole certains composants clés du visage. La distance entre le nez et la bouche, entre les lèvres et la pointe du menton, et entre les deux yeux. Ces proportions-là ne changent jamais, quelles que soient les années ou les kilos que l'on prenne. Une fois l'authenticité de la photo validée, l'officier scanne le passeport pour confirmer l'identité. On aurait aimé en savoir plus à ce sujet, seulement voilà. Ce sont des informations confidentielles. Je ne peux pas vous montrer. Si le scanner remarque quelque chose de suspect,
le passeport est envoyé au laboratoire pour des tests supplémentaires. Andreas Moll est agent spécialisé de la police technique. Son service vérifie en moyenne une vingtaine de passeports suspects par jour. Un des gros problèmes qu'on rencontre, nous les officiers de l'immigration, c'est le trafic d'êtres humains. Et pour voyager, les personnes utilisent de faux papiers. Certains faux se repèrent facilement à l'œil nu. C'est un faux de facture très basique. La couleur n'est pas du tout la même que sur un original. On dirait que quelqu'un l'a fait à la main. Il ne faut même pas 2 secondes pour voir que c'est un faux. Mais les contrefaçons sont de plus en plus sophistiquées. Pour combattre cette tendance, une nouvelle technologie de pointe est à présent incorporée dans les passeports. C'est un passeport australien qui a l'air authentique à la lumière du jour. Si l'on modifie la longueur d'onde de la lumière, le passeport australien révèle de nouveaux dispositifs invisibles à l'œil nu. Mais les innovations ne s'arrêtent pas à quelques filigrammes secrets et autres kangourous bondissants. Les pages du passeport ne sont pas en papier ordinaire, elles contiennent un fort taux de coton. Contrairement au papier classique, il ne reflète pas la lumière ultraviolette et reste donc sombre à la lumière noire des scanners. Nous avons ici 2 passeports roumains. À la lumière du jour, on ne voit pas vraiment de différence entre le faux et celui qui est authentique. Mais à la lumière noire, on repère tout de suite la contrefaçon. C'est bon. Au revoir. Une fois le passeport contrôlé, il est temps d'affronter une armada de scanners de sécurité. C'est la police fédérale qui est responsable des contrôles de sécurité, ici à l'aéroport. Nous ne faisons absolument aucune exception. Nous contrôlons tous les passagers qui prennent l'avion. C'est à Christian Altenhofen de s'assurer que les passagers ne transportent ni armes ni explosifs. La première étape consiste à séparer les bagages cabines de leurs propriétaires. Les sacs seront examinés de leur côté, mais pour savoir ce que transportent les passagers, Christian les fait passer à travers un détecteur de métaux. Les détecteurs de métaux émettent un champ magnétique de faible intensité en envoyant un courant électrique au travers d'une bobine. La bobine réceptrice analyse le champ, décomposant la porte en 60 zones invisibles. Si un objet en métal traverse le détecteur, le champ magnétique est déformé, ce qui déclenche l'alarme. Et celui qui déclenche l'alarme est alors soumis à une fouille corporelle manuelle. Mais ces palpations seront peut-être bientôt de l'histoire ancienne, puisque de plus en plus d'aéroports utilisent l'outil du futur, les scanners corporels. Le scanner en rotation bombarde le passager d'ondes radio-millimétriques parfaitement inoffensives. Ces ondes traversent les vêtements, mais sont arrêtées par la peau. Contrairement aux détecteurs de métaux, ces nouveaux scanners high-tech permettent de détecter la présence de liquide, plastique, poudre et de porcelaine, qui eux aussi arrêtent les ondes radio. Si le scanner détecte un objet suspect, l'ordinateur signale sa localisation sur une modélisation générique du corps humain. Alors pas d'inquiétude, pas de voyeurisme possible de ce côté-là. Vous ressortez du scanner avec votre dignité intacte. À présent, Christian a besoin de savoir ce que contient votre bagage cabine. Pour ça, il le passe au rayon X. Un générateur émet une fine couche de rayons X qui pénètre dans votre sac au moment où il passe dans la machine. Les matériaux organiques n'absorbent que peu de rayons X et apparaissent sur le moniteur de sécurité sous une certaine couleur. Les éléments non organiques, plus lourds, apparaissent d'une autre couleur et le métal d'une troisième. Scientifiquement, ça reste assez élémentaire, mais tout l'art de ce travail réside dans l'interprétation des images. Nous cherchons bien entendu des objets spécifiques qui pourraient être une menace pour la sûreté aérienne, en particulier les armes, les couteaux et bien entendu les explosifs. Les agents sont formés pour repérer les armes dissimulées. Pour qu'une fouille manuelle soit effectuée, il faut qu'ils aient détecté une grande forme métallique, qui pourrait être par exemple une plaque opaque destinée à dissimuler une arme. À moins que vous ayez tout simplement oublié votre ordinateur dans votre sac.
Maintenant qu'ils savent que vous ne constituez pas une menace, vous êtes libre d'aller boire votre café. Mais il n'y a pas que les passagers qui peuvent dissimuler des armes et des explosifs. Toutes les cargaisons doivent être examinées par les services de sûreté. Et la moindre erreur pourrait avoir des conséquences désastreuses. Le fret est un élément vital dans le trafic d'un aéroport international. À Francfort, il représente une part très importante du chiffre d'affaires. Des fruits, légumes et fleurs venus de Nairobi, jusqu'aux animaux exotiques ou aux voitures anciennes à destination des États-Unis. Pourtant, aucune de ces marchandises ne montera dans un avion tant qu'elle n'aura pas passé les contrôles de sécurité. Au centre de Fret Sud, 200 entreprises de logistique emballent, traitent et préparent les marchandises qu'ils vont expédier par voie aérienne. Aujourd'hui, l'une d'entre elles prépare une expédition de voitures et de motos anciennes. Même si les réservoirs ont été soigneusement vidés de l'essence hautement inflammable qu'ils contenaient, ces véhicules sont considérés comme des marchandises dangereuses et doivent donc être manipulés avec prudence. On a toujours peur qu'il se passe quelque chose. Vous voyez qu'il y a beaucoup de trafic par ici, alors imaginez que quelqu'un la heurte par accident avec un chariot élévateur, par exemple. Ce serait l'horreur totale. Bruce Peterson est le responsable des transports d'automobiles au centre DHL de l'aéroport de Francfort. Chaque année, il expédie en moyenne 1500 véhicules et s'assure qu'ils ne posent pas de problème de sécurité. Aujourd'hui, la première sur la liste est cette Harley-Davidson Vintage. C'est une Harley-Davidson de 1916, une moto qui a presque 100 ans. Vous voyez qu'il n'y a pas de levier d'embrayage au guidon, c'est un levier à pied. Il faut embrayer avec le pied. Cette moto parcourt le monde pour prendre part à des courses comme le fameux Cannonball Run. Pour un collectionneur comme moi, cette moto a plus de valeur que ma propre vie. C'est une énorme responsabilité. C'est une moto unique. Si on casse quelque chose, il suffit pas de changer la pièce. Pour la protéger, l'équipe de Peterson la place dans un cadre et l'enveloppe de papier cellophane pour éviter les rayures. Elle est prête. Elle va devoir passer au poste de sécurité avant de prendre l'avion, parce que c'est une marchandise qui n'est pas sécurisée. Tous les tests de sécurité sont effectués sur place. Mais les employés ne peuvent bien évidemment pas utiliser des scanners standards. Ils utilisent alors cette machine à rayons X géante pour s'assurer que rien de dangereux n'est dissimulé à l'intérieur. Mais pour les marchandises encore plus volumineuses, comme ces voitures, même le modèle XXL ne suffit pas. Au lieu de ça, on fait des prélèvements sur les véhicules qui sont ensuite analysés à la recherche d'éventuelles traces d'explosifs ou de drogue, à l'aide d'un outil spécial qu'on appelle un renifleur. Le renifleur chauffe l'échantillon prélevé pour créer une vapeur ionisée. Ce gaz enrichi passe ensuite dans un tube, où un spectromètre à mobilité ionique saura détecter n'importe quelle substance prohibée. Maintenant que la voiture a passé avec succès les contrôles de sécurité, il est temps de la préparer pour le vol. Ces petites globetrotteuses parcourent la planète pour participer à des rallyes ou faire des photos et sont traitées comme de véritables VIP. Mais aujourd'hui, l'une d'entre elles exige une attention toute particulière. Il s'agit d'une voiture de course, une Opel de 1914 surnommée le Monstre Vert. Un des 3 exemplaires qui subsistent encore aujourd'hui. Je pense que le prix de cette voiture se situe autour de 10 millions. Alors oui, elle a énormément de valeur. Avec une marchandise d'une telle valeur entre ses mains, Bruce ne veut courir aucun risque. On ne peut pas se permettre ne serait-ce qu'une micro-rayure. Son équipe de spécialistes commence par fixer la voiture à un plateau. Puis, ils font glisser l'ensemble dans un box en aluminium spécialement conçu à cet effet.
Bien à l'abri dans son cocon de transport, la voiture est prête à prendre l'avion. Fastoche. Cette prestigieuse Opel n'est qu'une des nombreuses marchandises inestimables à se faire chouchouter lorsqu'elles partent en voyage. Un type de cargaison en particulier demande une attention toute particulière. Une de celles qui pourrait sauver la vie de quelqu'un. Une de celles pour laquelle la moindre erreur pourrait avoir des conséquences fatales. À Francfort se trouve un hôpital spécialisé dans la greffe d'organes. Et l'aéroport sert de centre au service national allemand de transport d'organes. Nous transportons des organes, des cœurs ou des poumons, jusqu'à l'endroit où on a besoin d'eux. Un cœur, un poumon, un rein peuvent tout à coup devenir disponibles pour une greffe n'importe où, n'importe quand. Pour que la greffe soit réussie, les organes doivent être transplantés le plus rapidement possible. C'est donc une course contre la montre qui s'engage pour transporter les organes de l'endroit où ils se trouvent jusqu'à l'hôpital de Francfort. Il faut agir très très vite. Nous savons que la vie des gens est en jeu. Nous voulons vraiment faire notre possible pour les aider. Andrea Schappeler, la pilote, sait que chaque seconde compte. Pour chaque transfert, elle doit se rendre en avion de sa base à Rachelsheim jusqu'à l'endroit où se trouve l'organe, avant de rejoindre ensuite Francfort. Dès qu'elle est prévenue qu'un organe est en route, Andrea prépare son Piper PA-42 afin qu'il soit prêt à décoller immédiatement. Très souvent, c'est très émouvant pour nous parce que les médecins nous tiennent au courant de l'état du patient, du temps dont on dispose, et on fait vraiment notre possible pour agir le plus rapidement possible. Des poumons peuvent être maintenus en vie pendant 8 heures et des reins jusqu'à 24 heures dans une simple boîte en polystyrène remplie de glace. Mais un cœur congelé ne peut survivre que 4 heures au maximum, ce qui limite la distance qu'il peut parcourir. Alors, pour prolonger un peu sa durée de vie, on a recours à du matériel de pointe. Un système de conservation d'organes. Une pompe mécanique injecte du sang oxygéné en provenance du donneur dans le cœur en train de battre. De cette manière, il peut rester actif et sain pendant 12 heures. On peut l'entendre battre. Alors, c'est très émouvant pour nous. À Francfort, les préparatifs auront déjà débuté en prévision de l'arrivée d'Andrea. Sur le tarmac, une équipe d'ambulanciers les attend près du centre réservé aux petits appareils. À partir du moment où Andrea se sera posée et leur aura confié l'organe, il ne leur faudra pas plus de 30 minutes pour rallier la piste au bloc opératoire. L'organe va être transporté à l'hôpital et grâce à ça, quelqu'un va pouvoir vivre 20 ans de plus. C'est super. C'est une vraie satisfaction. Une vraie satisfaction après une nouvelle journée couronnée de succès pour ceux qui, à l'aéroport de Francfort, n'ont pas le droit à l'erreur.